Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo aujourd'hui où on va confronter le MCU et les comics. Alors attendez, on va pas chercher à savoir qui a fait mieux, pourquoi est-ce que c'est une bonne, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise adaptation, non. On va plutôt essayer de regarder comment le MCU a adapté tel ou tel personnage, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, quelles sont les différences avec la version des comics, à côté de quoi on est passé, les références qui sont cachées, les name drops incohérents. C'est ce qui est au sommaire de cette émission. Et ça commence tout de suite par le commencement, la saga Iron Man. Concernant Tony Stark, on peut difficilement faire mieux en termes de physique du moins. La seule chose qui manque, c'est les yeux bleus de Tony. Mais c'est pas un détail très important. Le personnage de Tony Stark dans le MCU est un bon vivant, on peut dire. Il aime bien plaisanter, faire des blagues, etc. Dans les comics de base, Tony il est plutôt hautain, imbu de lui-même. C'est même un mec un peu antipathique. Et on l'a d'ailleurs vu dans Civil War, quand c'est lui qui veut absolument avoir raison, quitte à affronter ses meilleurs amis. Du coup, sa personnalité a un peu été changée dans le MCU, mais en soi c'est logique. On n'allait pas mettre un connard pour faire tête de proue dans tout un univers cinématographique. Et dans les comics, eh bien, le personnage a évolué pour se rapprocher de plus en plus de sa version film, puisque Iron Man est devenu maintenant bien plus drôle, bien plus sympathique à suivre. Et c'est un changement qui personnellement ne me dérange pas trop, parce que voilà, encore une fois, suivre un héros, même quand il est en solo avec les Avengers dans les comics, c'est toujours mieux si c'est pas un trou du cul. Tony Stark est donc le propriétaire de Stark Industries, un fabricant d'armes, et il se rend en Afghanistan pour y faire une démonstration d'armes où il se fait enlever. Vous avez vu le film. Sauf que la différence, c'est que dans les comics, il se fait enlever à la guerre du Vietnam. Plus tard devenu la guerre du Sin-Kong, un conflit inventé pour l'univers Marvel, puisque plein de personnages tirent leurs origines de la guerre du Vietnam, comme le Punisher notamment, et ben c'est pas super cohérent. Si les personnages ont fait la guerre dans les années 70, où ils avaient environ la trentaine, imaginez l'âge qu'ils auraient aujourd'hui. La guerre du Sin-Kong est donc là pour arranger ça, et c'est aussi ce qu'a fait le MCU, ils ont actualisé le contexte et le conflit, donc ça a lieu en Afghanistan. En captivité, Tony rencontre Yinsen-Ho, qui a lui aussi été enlevé. Dans les comics, c'est un Vietnamien. Il ressemble même à Chang dans Tintin en version vieux, qui n'est pas vietnamien, pas d'amalgame. Dans le MCU, Yinsen-Ho est donc un homme afghan, il me semble. En tout cas, il n'est pas vietnamien. La différence notable sera que dans les comics, Yinsen-Ho a une fille du nom de Tony Ho qui deviendra la deuxième Iron Patriot. Elle ne semble pas être présente dans le film, mais c'est un personnage qui est apparu bien plus tard dans les comics, alors qui sait quelle surprise le MCU peut nous réserver. En tout cas, il connaîtra le même sort que son homologue des comics. Les deux personnages ont été enlevés par Raza, un terroriste du groupe des 10 Anneaux. Ni le groupe ni le terroriste n'existent dans les comics. Tony avait été enlevé par un criminel du nom de Wong Chu, qui n'appartenait à aucun ordre précis et qu'on n'a pas revu depuis des années, depuis qu'il s'est fait tuer évidemment par Iron Man. Quant aux 10 Anneaux, on y reparlera un peu plus tard, voire dans une autre émission. Pour s'évader, Tony et Yinsen construisent l'armure Iron Man, la marque 1 dans le MCU, le modèle 1 dans les comics. À part que celle du MCU a été un petit peu actualisée pour rendre ça crédible, les armures se ressemblent beaucoup et c'est super. On va pas parler de toutes les armures d'Iron Man puisque il faudra une émission dédiée à ça tellement il y en a dans le MCU, mais dans la globalité, les armures sont toutes très bien représentées à l'écran. Ils en ont inventé des nouvelles qu'on verra dans Iron Man 3 et certaines des armures les plus classiques de Tony voient le jour dans le MCU, donc c'est top. Maintenant, la surprise pour beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas forcément les comics, ça va être les personnages de Happy Hogan et Virginia Potts, alias Pepper. Parce que là, il y a un sacré truc qui change par rapport au MCU. Pepper est la secrétaire de Tony, Happy est son garde du corps. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que dans les comics, quand Tony engage Happy, celui-ci s'éprend immédiatement de Pepper. Et elle est aussi immédiatement attirée par Happy. Tony Stark engagera même les deux personnages à se mettre en couple et Pepper et Happy se marieront dans les comics. Ça durera jusqu'à ce que Happy meure tragiquement assassiné par Spy Master, un super vilain, et Pepper ne fera jamais sa vie avec Tony. Elle ne sera jamais en couple avec lui dans les comics, alors que dans le MCU, eh bien, il y a eu le couple, il y a eu le mariage et il y a même eu la descendance. Une grosse différence avec les comics donc. Et eh bien, ce qu'on peut aussi noter, c'est que Happy, dans les comics, avant de se marier avec Pepper, il a eu une autre relation. De cette relation, il a eu un fils, Jamie, qui sera connu plus tard comme Teen Abomination, un espèce de justicier
dont s'occupera Pepper, sa belle-mère donc. Vous remarquez, ça fait 2 personnages qui ont des enfants qui sont des super-héros, enfants qui ne sont pas apparus dans le MCU et qui n'apparaîtront sûrement pas. Dans le MCU, Happy n'est pas mort, il n'est pas avec Pepper et a priori il n'a pas d'enfant, à moins qu'il ait fait des cachotteries avec Tante May. Le prochain personnage important dans le film, c'est évidemment James Rhodes, alias Rhodey, le colonel de l'US Air Force, si je dis pas de bêtises, qui a sauvé Tony en Afghanistan. Il est déjà le meilleur ami de Tony, ou en tout cas il est très ami avec lui dans le film. Dans les comics, c'est un tout petit peu différent puisque les 2 personnages se rencontrent quand Rhodey va secourir Tony au Hong Kong. À part ça, le personnage est très bien respecté et on parlera de lui plus tard quand on verra Iron Man 2. Pour l'agent Coulson, tout comme Nick Fury, on en parlera dans une autre émission puisque ces 2 personnages au cas très particulier et c'est pas aussi simple qu'on le croit. Revenons maintenant sur les personnages qui sont que dans Iron Man, notamment avec le méchant du film, Obadiah Stane alias Ironmonger. Dans le MCU, Stane travaille pour Stark, il est même limite son bras droit. Dans les comics, il possède sa propre entreprise, mais dans les 2 cas, il cherche à se débarrasser de Tony pour avoir le monopole du marché des armes. Dans les comics, il va bien évidemment voler la technologie d'Iron Man pour devenir Ironmonger, et en fait, c'est ce qu'il fait aussi dans le film, puisqu'il vole la première armure, le modèle 1, pour en fabriquer ensuite une autre, l'Ironmonger. Le personnage d'Obadiah Stane est mort depuis très longtemps dans les comics. Il a donc suivi le même chemin dans les films. Cependant, lui aussi possède un fils qui est un super vilain cette fois-ci. Zeke Stane n'a pas d'alias de super vilain, mais on a déjà vu utiliser une armure. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas eu dans le MCU, ça aurait pu être sympa de voir le passé de Tony le rattraper, mais qui sait, peut-être dans Armor Wars ou dans Ironheart, gardons l'œil dessus. Enfin, concernant l'entourage et la famille plutôt de Tony Stark, on voit son père Howard dans des flashbacks. Dans les comics, il est un peu moins grisonnant, dirons-nous, quand il s'agit de flashbacks, mais il est également mort dans la jeunesse de Tony. Un peu plus sévère dans les comics que dans le MCU, j'ai l'impression. La mère de Tony, quant à elle, se montre plutôt discrète, que ce soit MCU ou comics, donc ma foi, je n'ai rien de particulier à dire dessus. Enfin, encore une énorme différence, comme avec Happy et Pepper, c'est le personnage de Jarvis. Le personnage, on se comprend, dans le MCU, il s'agit d'une intelligence artificielle, J.A.R.V, bref, vous avez capté, qui gère toute la maison de Tony, qui gère toutes ses armures, hein, il est la voix qu'il y a dans les armures. Il n'a pas réellement de forme physique, du moins jusqu'à Avengers 2, où il deviendra la Vision. Dans les comics, c'est très différent, puisque Jarvis est une vraie personne. C'est le majordome de Tony Stark, et il deviendra plus tard le majordome du manoir des Avengers. Il est donc très apprécié par tous les autres héros qui ont été membres des Avengers, qui le considèrent comme un membre de leur famille, et dont il est le plus grand fan. On n'aura donc pas ça dans le MCU, puisque c'est une intelligence artificielle, même si, dans Avengers Endgame, on voit que Howard Stark possède un majordome qui s'appelle Jarvis. On peut donc se dire que Tony l'a appelé ainsi en référence à ce majordome. J'en vois déjà venir certains dans les commentaires. Oui, dans la série Agent Carter, tu sais, Jarvis, blablabla. La série Agent Carter n'est plus canon au MCU, du moins il semblerait, puisque la série Agent of S.H.I.E.L.D. ne l'est plus non plus. Donc je ne m'avancerai pas sur le sujet, même si c'est le même acteur qui joue en effet Jarvis dans la série et dans le film. Voilà. Hein. Et ma foi, c'est tout pour le premier Iron Man, un excellent film aujourd'hui encore, malgré qu'il a été suivi par quasiment 25 films, il reste un des tout meilleurs, je trouve, surtout avec un budget aussi petit. Et rappelons toujours que ce film a sauvé Marvel au sens large. Hein. Si ce film n'avait pas fonctionné, je ne donne pas cher de tout ce qu'il y a derrière moi, je pense que ce ne serait pas là en fait. Et on peut passer à Iron Man 2, un film qui réserve lui aussi son lot de surprises et d'adaptations assez bizarres, mais on va commencer par ce qui fonctionne bien. Donc, c'est le personnage de James Rhodes. On va passer outre le fait que l'acteur a changé. Rhodey devient donc War Machine dans ce film. Mais comment est-il devenu War Machine dans les comics ? Eh bien, quand Tony a eu des problèmes d'alcool, et il a vraiment eu des gros problèmes d'alcool, il ne pouvait plus assumer son rôle d'Iron Man. C'est donc Rhodey qui a pris l'armure, qui est à l'époque le Silver Centurion, une armure cultissime, et qui est devenu Iron Man. Il l'a remplacé au sein des West Coast Avengers, et quand Tony est revenu, il a offert sa propre armure à Rhodey, War Machine. Dans le MCU, ils ont condensé tout ça, et au final ça fait une petite référence plutôt sympa, puisque c'est à une soirée où Tony a beaucoup trop bu, référence au problème d'alcool, que Rhodey prend l'armure qui est grise, et très brièvement Iron Man. Puis il deviendra ensuite War Machine, puisque son armure se fera modifier par l'armée américaine et par Justin Hammer. À part ça, le personnage est plutôt fidèle à James Rhodes dans les comics. La seule différence, c'est sa grande histoire d'amour,
Mais ça, on en parlera une autre fois. Le personnage de Justin Hammer d'ailleurs, parlons-en. Un personnage excentrique, voire loufoque de fabricant d'armes qui est vu dans Iron Man 2. Dans les comics, c'est pas tout à fait pareil. Justin Hammer est un vieil homme, comme Stane, c'est un concurrent qui possède une autre entreprise, donc jusque-là, dans le MCU c'est pareil. Et du coup, afin de nuire à Tony Stark et d'obtenir lui aussi le monopole sur le marché, plutôt que de se faire lui-même une armure comme l'a fait Stane, il va créer un certain nombre de super vilains. Le Spy Master dont on a parlé plus tôt, le Melter, Blizzard, le Scarabée, etc. etc. Hammer possède lui aussi une fille, Justine Hammer, qui est le Crimson Cole, une super vilaine. C'est donc le 4e personnage qui est présent dans le MCU, qui a un enfant avec une super identité, dont l'enfant n'apparaît pas dans le MCU. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Petite référence sympathique, la première fois que Hammer apparaît dans le MCU, c'est donc à cette course qui se trouve à Monaco, et dans les comics, eh bien, Justin Hammer, bien qu'il soit né en Angleterre, est un citoyen de Monaco. Voilà. Dans le film, il y a un 3e super-héros dont on parlera évidemment plus en détail dans la vidéo dédiée, c'est le personnage de Black Widow, une espionne du Shield. Jusqu'ici, ça colle plutôt aux comics. Elle possède même ses super bracelets mitrailleurs. C'est limite le seul film où elle les a, en tout cas où elle les a et il ressemble aux comics. La seule différence, c'est que ces bracelets, normalement, c'est des flingues. Genre, elle pointe et tu vois, elle mitraille. Dans le MCU, elle n'en a jamais fait usage de cette façon. C'est limite juste des tasers. C'est un peu dommage, mais en même temps, j'ai du mal à comprendre comment une rangée de balles peut tirer. Bref, passons. Passons maintenant au paradoxe Vanko, comme je l'appelle. Le méchant du film, Ivan Vanko, est exclusif au MCU. La première fois qu'il attaque, il possède des fouets électriques, une armure, et le nom qu'il est donné partout dans les produits dérivés, etc., c'est Whiplash. Dans le film, il l'appelle jamais comme ça, il me semble. Dans les comics, Whiplash, c'est un criminel italien du nom de Marco Scarlotti, qui ne possède ni fouet électrique ni armure, et qui est un peu ridicule. C'est donc pas un russe qui en veut personnellement à Stark. Pourquoi il en veut à Stark ? Parce que son père, Anton Vanko, aurait développé les réacteurs ARK que Tony et son père auraient volés. Enfin, que Howard aurait volé. Dans les comics, Anton Vanko, c'est l'inventeur de Crimson Dynamo, et le premier à porter le titre de Crimson Dynamo, le Iron Man russe. Du coup, quand Ivan Vanko met une armure, est-ce que c'est pas Crimson Dynamo ? Même s'il est pas rouge. Pour moi, c'est Crimson Dynamo en fait, ce n'est pas Whiplash. Et le pire dans tout ça, les amis, c'est qu'après la sortie d'Iron Man 2, dans les comics fait son apparition un nouveau Whiplash. Cette fois-ci, il possède une armure, des fouets électriques. Vous l'aurez compris, c'est bien évidemment pour faire un Whiplash comme dans le film, même s'il a les cheveux verts. Sauf que... Eh ben ce Whiplash, il s'appelle lui aussi Anton Vanko. Alors pourquoi ne pas l'avoir appelé Ivan ? Et l'avoir fait le fils de la Crimson Dynamo, parce que oui, il s'appelle Anton Vanko comme Crimson Dynamo, mais les personnages n'ont aucun lien entre eux. C'est un sacré bordel. Le dernier personnage dont on peut parler dans Iron Man 2, c'est Peter Parker. Car oui, ça a été confirmé qu'il s'agit bien de Spider-Man, comme quoi il était déjà un petit intello qui s'intéressait à la technologie, même si ça se ressent pas forcément dans les films qui suivent. Mais ça, on en parlera une autre fois. Passons à Iron Man 3. Iron Man 3, c'est... Ouais, c'est difficile. C'est difficile à regarder. Personnellement, j'aime pas le film. Je trouve le scénario pas si ouf que ça, notamment au niveau de ses méchants, etc. Et alors, si on prend en côté l'adaptation des comics, c'est noir. On va commencer par Aldrich Killian et Maya Hansen. Dans les comics, ce sont eux qui créent le sérum Extremis. C'est des personnages assez random, il doit apparaître 2 ou 3 issues si je dis pas de conneries. Dans les comics, Maya est donc bien une scientifique, mais elle vire un peu super vilain. Quant à Aldrich Killian, il passe d'un scientifique random à un génie criminel qui vomit du feu. Ouais. Et en plus, c'est censé être le chef de l'AIM, Advanced ID Mechanics, ou Advanced ID Machine, ça dépend. Il n'y a pas MODOK, qui est normalement le chef de l'AIM, la grosse tête qui vole. Et il n'y aura pas d'apiculteur en costume jaune dans le film. Donc AIM, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce virus extremis ? Eh bien, comme c'est montré dans le film, le virus extremis confère une super force, de la régénération et permet de vomir du feu. Mais le truc le plus intéressant, c'est que le virus extremis, il permet de fusionner avec la technologie. Et Iron Man va encore plus le modifier et il va avoir son armure dans sa peau. Il pourra la faire sortir, la faire jaillir de sa peau, c'est un peu dégueulasse, mais il peut le faire grâce au virus extremis. Et ça, du coup, dans le film, on le voit pas du tout. Alors, je pense que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec ses implants quand il tend ses mains et que l'armure, elle vient sur lui directement. Le connecter à son armure d'une façon moins dégueulasse et plus facile à faire visuellement.
Mais voilà, c'est un peu dommage, le potentiel du virus n'est pas exploité pleinement. Les mecs avec Extremis d'ailleurs. Parlons-en parce que c'est pas joli, et il me semble que c'est la première fois que le MCU commence à faire un truc que je déteste, du name drop qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, ils vont prendre des personnages du comics, mettre leur nom sur des personnages du film, alors que ça n'a rien à voir. Alors bon, certes, dans Iron Man 3, les personnages qui sont name droppés, c'est pas non plus des monuments, etc. Vous allez très vite le comprendre. Mais quand même, pourquoi faire ça? Le premier dont on va parler du coup, c'est Jack Taggart. Le nom vous dit sûrement rien, c'est le mec qui se fait exploser devant le théâtre, le tout premier mec qu'on voit utiliser Extremis dans le film. C'est personne du coup, hein. C'est un kamikaze de Extremis, de l'association du mandarin là. Sauf que dans les comics, Jack Taggart, c'est Firepower. Un super vilain en armure d'Iron Man, et du coup pas trop de rapport ici, même si bon, Firepower, il se fait exploser avec du pouvoir de feu, bon, c'est un méchant aussi. Pas très convaincu, mais c'est encore pire pour les deux suivants. Le suivant c'est Eric Savin, le chauve là, qui utilise aussi Extremis. Dans les comics, Eric Savin, c'est Cold Blood 7, un super flic cyborg et accessoirement un super héros. Le mec a été dans la team de Captain America pendant Civil War. Et là, c'est juste un méchant. C'est un peu bizarre. Enfin, je comprends pas pourquoi avoir appelé ce type Eric Savin. Pourquoi vous l'avez pas appelé John Smith, tu vois? C'est un peu chelou. Et là, où ça va encore plus loin et où c'est encore plus bizarre, c'est la femme qui utilise Extremis, qui possède les cicatrices sur le visage là. Cette femme, elle s'appelle Helen Brandt. Et dans les comics, Helen Brandt, c'est la femme de l'Homme-Chose, un scientifique qui a voulu recréer le sérum de Captain America et qui s'est transformé en Homme-Chose. Et du coup, sa femme, elle a essayé de l'aider et elle s'est retrouvée défigurée par son mari. Alors oui, dans le MCU, Helen Brandt est bien défigurée, mais j'ai pas vu l'ombre de l'Homme-Chose. Et pareil, là-dedans, c'est une super vilaine, une psychopathe. Pourquoi ne pas la rappeler Je sais pas, j'ai pas d'idée de nom là, mais pourquoi l'avoir appelé Helen Brandt? Et c'est même pas fini, puisque le personnage du mandarin, Trevor Slattery de son vrai nom, c'est aussi en quelque sorte un name drop. Après bon, ils ont bien rattrapé le coche quasiment 10 ans plus tard avec Shang-Chi, puisqu'on a appris que le mandarin existe bel et bien. Mais du coup, l'acteur qui joue un criminel du nom du mandarin, ça n'existe pas. Trevor est une création originale du MCU. Et même si je l'aimais vraiment pas dans Iron Man 3, je pense que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Il en va de même pour Harley Kinner, le gosse insupportable qui aide Tony et qui repop à son enterrement 15 ans plus tard. C'est une création originale du MCU et je pense qu'on le reverra d'ailleurs pas, puisqu'il n'est pas apparu dans les comics et c'est même pas fini. Puisque si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, je vous ai dit que Yinsen Ho avait une fille, Tony Ho, qui devient la seconde Iron Patriot. Ça veut dire qu'il y a eu un premier Iron Patriot. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout, Rhodey, alias War Machine, qui adopte les couleurs de l'Amérique dans ce film puisqu'il travaille pour le président des États-Unis et qui du coup se fait appeler Iron Patriots. Comment dire? Dans les comics, il y a un arc où les vilains et les héros sont forcés de s'allier pour sauver la Terre. Et celui qui gagne la bataille finale, c'est Norman Osborn, que vous connaissez sûrement tous pour être le bouffon vert. Norman Osborn et le bouffon vert, comme c'est très bien montré dans le premier film Spider-Man, c'est deux personnalités différentes dans un seul corps. Et du coup, il était en quelque sorte guéri, la personnalité du bouffon vert n'était plus là, mais Norman Osborn, ça reste une raclure de première, ça reste un gros connard. Et du coup, comme le monde entier voit Norman sauver tout le monde, ils le mettent à la tête du Shield et des Avengers. Et du coup, il va recruter tout un tas de super vilains qui va déguiser en super-héros et les faire passer pour les Avengers. C'est ce qu'on appelle les Dark Avengers. J'en ai parlé plusieurs fois dans les dossiers. Et du coup, il manque quelque chose dans son équipe. Il lui manque un Captain America et un Iron Man. Et du coup, Norman, il se dit, et pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Et Iron Patriot, en fait, c'est Norman Osborn. Iron Patriot, c'est un putain de super vilain. C'est pas du tout Rhodey. Il a jamais été Iron Patriot. Et Tony Ho sera du coup la deuxième à reprendre le rôle. Et là, ses armures ressembleront beaucoup à ce qu'on a pu voir dans le MCU.
Pourquoi avoir donné ça à Roddy? C'est comme Eric Savin, Hélène Brandt ou Firepower, je comprends pas trop. Et là j'en vois peut-être déjà venir certains, même si je pense pas. Évidemment, comme Roddy est devenu Iron Patriot dans le MCU, il y a un comics qui est sorti après, Secret Avengers Volume 3, dans lequel Roddy devient brièvement Iron Patriot. Mais pourquoi il le devient? Parce qu'ils ont trouvé tout un stock de drones Iron Patriot appartenant à Norman Osborn qui attaquent les Secret Avengers, et du coup Roddy il va en prendre un, l'enfiler et devenir brièvement, le temps de 4 ou 5 numéros, Iron Patriot afin de faire comme dans le film et dans les comics afin de stopper les drones. Mais il redevient immédiatement War Machine derrière, et d'ailleurs ça m'a extrêmement énervé que dans Avengers Endgame, ils reprennent un Iron Patriot, alors qu'en plus dans la bande-annonce c'était un War Machine. Je trouve ça trop dommage d'avoir ressorti un Iron Patriot alors que c'est vraiment pas lui quoi. Et du coup je pense qu'on a fait le tour, mine de rien, avec les films Iron Man. Du coup si on devait résumer, le film Iron Man 1 il change quelques trucs, mais c'est pas plus mal, il en reste un très bon film, il a actualisé beaucoup de choses. La grosse différence c'est Jarvis du coup et Pepper et Happy qui ne sont pas en couple. Iron Man 2, à part Anton Ivan Vanko qui est Whiplash, Crimson Dynamo, tout en même temps on comprend pas trop et qui est un peu chelou, et Hammer qui a été rajeuni, bah au final ça va, puisque Hammer dans les comics, même si c'est un vieux, il crée des super vilains d'Iron Man. Dans le MCU, il a créé un super vilain d'Iron Man techniquement. Par contre, Iron Man 3, c'est la décadence totale, ils ont fait n'importe quoi en termes d'adaptation. Le film, je sais que beaucoup l'apprécient beaucoup, j'ai dit 2 fois beaucoup, pardon. Moi personnellement, je l'aime pas trop. Je préfère largement Iron Man 2, qui lui est énormément décrié, je comprends pas trop pourquoi. Mais j'aime beaucoup Iron Man 2, j'aime pas trop Iron Man 3, même en enlevant le fait qu'ils font n'importe quoi avec les adaptations, parce que entre nous, Firepower, Cold Blood 7 et Hélène Brandt, j'en ai rien à foutre. Hein. Donc en soi, c'est pas grave, mais pourquoi faire du name drop comme ça? Et ça deviendra pire par la suite du MCU, notamment dans les suites d'Iron Man. Du coup voilà, si je devais conclure, je dirais que s'ils ont fait de Tony et Pepper le couple d'Iron Man, le grand amour d'Iron Man dans le MCU, c'est parce que le grand amour de Tony dans les comics, c'est plus ou moins Madame Masque, une criminelle et une mafieuse, et que ça aurait sûrement été compliqué d'introduire Madame Masque dans le film Iron Man 1, d'en développer une relation plus tard, surtout vu comment ils ont dépeint les films Iron Man. Je pense que ça n'aurait pas trop marché. Du coup je peux comprendre qu'ils aient fait ça avec Pepper. En plus pour moi c'est une des seules relations qui fonctionne vraiment, à laquelle on croit au cinéma dans la MCU. Donc voilà, j'ai rien à redire là-dessus. On se retrouve du coup très bientôt. Écoutez, j'ai limite envie de vous dire, vous choisissez. Je vous laisse voter dans les commentaires. Est-ce qu'on fait les films Captain America ou est-ce qu'on fait les films Thor? Voilà, à vos votes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a un concours sur Twitter pour gagner 10 comics excellents. Il suffit de s'abonner à la chaîne et de retweeter le tweet, donc je compte sur vous. Et puis on se retrouve bientôt. C'était votre serviteur Warvel. Terminé.